Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un Blu-ray, un film. Et aujourd'hui on va parler d'un film, ni même d'une saga entière, mais de deux films faisant partie d'un seul et même univers, l'univers Disney. Ces deux films font en effet partie de la nouvelle lubie de Disney d'adapter leur succès d'animation en live action. Bien sûr, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, que ce soit pour des préquels, des sequels, ou même un point de vue différent par rapport à un personnage différent de leur film d'animation, que ce soit entre autres Maléfique, Alice au pays des merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, Les 102 Dalmatiens et bientôt Winnie. Ou que ce soit également avec leur adaptation dite fidèle comme Cendrillon, Le livre de la jungle, La Belle et la Bête, Les 100 Dalmatiens et bientôt Aladdin et Dumbo. C'est d'ailleurs ce deuxième type qui va nous intéresser parce que oui, on va parler de l'adaptation en live action de La Belle et la Bête avec Emma Watson et l'adaptation en live action du Livre de la Jungle réalisé par Jon Favreau. C'est parti. Dans un premier temps, on va s'intéresser au film La Belle et la Bête. Même si je sais que vous connaissez par cœur l'histoire du film d'animation, je vais quand même prendre le temps de vous résumer rapidement l'histoire du film live. À la fin du XVIIIe siècle, dans un château proche d'un petit village, vivait un jeune prince capricieux, insensible et égoïste. Pour avoir refusé d'abriter une fée déguisée en vieille mendiante, il est condamné à vivre sous l'apparence d'une bête monstrueuse, jusqu'à ce qu'il puisse aimer une femme et se faire aimer en retour. Ce qui le délivrerait du sort qui a frappé son château et ses habitants. Mais les années passent et la bête perd peu à peu tout espoir de rompre la malédiction. Au village vit une jeune fille rêveuse et romantique nommée Belle. Courtisée par Gaston, un arrogant chasseur, qu'elle considère comme grossier et vaniteux, elle aide son père. Maurice, un inventeur fantasque qui se perd dans la forêt et se réfugie au château de la bête. Belle part à sa recherche et conclut un pacte avec la bête, la vie de son père contre la sienne. Prisonnière à son tour, elle découvre un monde magique et découvre peu à peu la bête sous un autre jour. Le fameux syndrome de Stockholm. Non, plus sérieusement, maintenant que tout le monde a un petit peu la vision du scénario de ce film, on va pouvoir le décortiquer et je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais pouvoir donc maintenant vous parler plus en détail du film live La Belle et la Bête. Cette adaptation live du film d'animation La Belle et la Bête a été réalisée par monsieur Bill Condon. Pour vous donner quelques exemples de sa filmographie, il a réalisé entre autres Gods and Monsters, Kinsey, Twilight chapitres 4 et 5 et Le Cinquième Pouvoir. Sachant que pour être franc, je n'ai vu que les Twilight, uniquement parce que j'aime regarder les films afin de pouvoir les critiquer, je vous rassure. Je n'avais donc pas vraiment d'avis sur le réalisateur et sur ses films. Et n'ayant pas lu les Twilight, je n'avais pas non plus d'avis sur son talent en ce qui concerne l'adaptation d'une œuvre au cinéma. Et étant donné que je ne suis pas fan de la saga Twilight, je ne pouvais pas non plus avoir un avis impartial sur ses films et donc concrètement juger son talent, ne serait-ce que de réalisateur. En revanche, le compositeur, lui, a fait ses preuves. Et ce n'est autre que monsieur Alan Menken, qui a entre autres fait les musiques des films d'animation Disney que sont La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule et enfin Réponse. Il n'y a donc pas de souci à se faire niveau musique. Enfin, je crois. Bien entendu, ce film est également porté par ses acteurs. Dans le rôle de Belle, vous allez pouvoir retrouver Emma Watson, que bien sûr vous avez découvert avec la saga Harry Potter, mais que vous avez pu voir également dans les films The Bling Ring, The Circle et Noé. Luke Evans, quant à lui, joue le rôle de Gaston. Vous l'avez bien sûr vu dans les chapitres 2 et 3 de la saga du Hobbit, mais vous l'avez également vu dans la saga Fast and Furious dans le numéro 6, dans Dracula Untold, et bien sûr dans les Trois Mousquetaires. La Bête, quant à elle, jouée par Dan Stevens, dont je ne connais pas vraiment la filmographie, mais je sais qu'il a joué dans La Nuit au musée, troisième du nom, dans Le Cinquième Pouvoir, dans Marshall, et a le rôle titre dans la série Légion. Quant au père de Belle et au fou, ils sont respectivement joués par Kevin Kline, qui a joué dans le film
Wild Wild West, La Panthère Rose, Las Vegas et Ricky and the Flash, et Josh Gad, que vous avez pu voir dans Marshall, Le Crime de l'Orient Express, Pixels, Jobs. Tout ça pour vous dire qu'en termes d'acteurs, eh bien, on a un joli casting. Donc, ça fait penser qu'au niveau acting, on sera largement satisfait. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup forcément de reproches à faire à ce niveau-là. Mais ça, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour ma part, en apprenant que Disney continuait dans son idée d'adapter au cinéma ses succès de films d'animation, et en plus de partir dans un objectif de faire plan par rapport à donc son film d'animation, ils avaient réussi à me donner cette hype de voir le film. Et en effet, déjà pour mettre les points sur les i, les effets spéciaux sont juste magnifiques. Que ce soit le château ou le village, tout est là pour nous émerveiller, nous faire entrer dans le film tout en restant fidèle au film d'animation. Et justement, dans un premier temps, cette fidélité se retrouve dans les personnages, leur psychologie et leurs costumes. Emma Watson incarne donc le rôle de Belle de manière très convaincante, sans forcément briller au niveau de l'acting, mais concrètement, elle fait honneur au personnage. Parce que, comme vous le savez, Belle fait partie de ces princesses qui, bien sûr, tout en portant le costume de la princesse que toutes les petites filles rêvent d'incarner, elle porte également sur elle le rôle de la paysanne marginalisée qui aide son père, qui surmonte toute seule ses problèmes et qui, de par sa tendresse, son intelligence et son audace, arrive à subjuguer la bête. Luke Evans, quant à lui, est tout simplement l'acteur idéal pour jouer le rôle de Gaston, ou en tout cas ne serait-ce que par rapport à son physique. Il ressemble très portrait au personnage de Gaston, même si je pense qu'on l'aurait imaginé peut-être un peu plus grand, mais franchement, ça marche tout à fait à l'écran. Quant à Big Ben et Lumière, les objets principaux de ce film, ils sont juste impeccables. En revanche, en ce qui concerne la bête, je suis un peu plus mitigé. Bien entendu, le choix, entre guillemets, artistique au niveau du maquillage est différent de celui de Vincent Cassel dans le film de Christophe Gans. On peut quand même remarquer effectivement le choix des réalisateurs, même façon ne serait-ce que de la production, de coller vraiment au personnage du film d'animation en termes de costume, en termes de design. Ce qui, malheureusement, a pour effet d'humaniser la bête et enlève ce côté bestial qui nous faisait peur lors de ses premières apparitions dans le film d'animation. Et si bien sûr, la fidélité vient également des chansons, des musiques de ce film. On retrouvera bien sûr la présentation des personnages de Belle et de Gaston dans leurs chansons respectives, tout en gardant ce trait d'humour et de découverte. On aura bien sûr la chanson de Je ne sais pas, interprétée donc par la Belle et la Bête quand elle découvre la bibliothèque et la fameuse scène en extérieur avec la neige et le lancer de boules de neige. Et bien entendu, on aura les deux musiques entre guillemets phares de ce film d'animation que sont L'Histoire éternelle, avec la fameuse scène du bal quasiment représentée plan par plan, et bien sûr la chanson C'est la fête, où on sera émerveillé par le fait que le réalisateur a décidé de faire le même état d'esprit avec les effets de jeu et de lumière des différents personnages que dans le film d'animation. Et d'ailleurs, en parlant du film d'animation, il faut savoir que cette version de La Belle et la Bête n'est pas un chef-d'œuvre. Même si je sais que tout le monde aime et j'en fais partie, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et c'est un des points importants du film live, c'est qu'il va prendre en compte de corriger ces fameuses erreurs. Mais malheureusement, si dans certains points c'est très bénéfique, dans d'autres, on perd un peu la magie et le charme du film d'origine. Si on commence par le début du film live, on commence donc par une scène de bal, interrompue par la fameuse sorcière, à laquelle le prince refuse l'hospitalité. Le choix de montrer la scène plutôt que de la montrer par les différents vitraux qui a été le choix du film d'animation est plutôt intéressant. Malheureusement, dans cette version, on a juste une voix off et on n'entend pas ne serait-ce que la discussion entre le prince et la fameuse sorcière. Et malheureusement, le fait de pouvoir les entendre, on perd cette empathie qu'on aimerait avoir par rapport au prince. Et d'ailleurs, dans cette scène, on apprend dans le film d'animation en tout cas, que le prince devra trouver l'amour avant son 21e anniversaire. Sinon, bien sûr, la malédiction serait perpétuelle, etc., etc. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Ce qui est important, par contre, à savoir, c'est que cela a été corrigé. Parce que c'est quand même une grossière erreur du film d'animation. Que quand on voit les différentes images du prince à cette époque, on se rend bien compte qu'il n'a pas 11 ans. Et pourquoi je dis 11 ans? Parce que si vous écoutez bien la fameuse chanson C'est la fête, on entend Lumière dire 10 ans de vraie galère ratatinée par la poussière. Donc concrètement, cela fait 10 ans que la malédiction a été lancée. Chose qui est concrètement, par rapport aux images que l'on a, impossible. Le film, quant à lui, corrige ça très rapidement, car pendant cette fameuse même chanson, Lumière ne dit pas 10 ans de vraie galère, mais en anglais dit Too long we've been rusting. Cette galère dure depuis trop longtemps. Après cette fameuse scène de présentation, on passe donc à la découverte du village. Et il est vrai qu'il y a un point qui a quand même été nettement mis en avant dans le film d'animation, mais encore plus mis en avant dans le film live, c'est le côté un peu bêta et analphabète des villageois en contraste avec Belle.
Sauf que, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi il y a une bibliothèque aussi fournie dans le film d'animation? Parce que même si concrètement Belle sous-entend que Gaston est analphabète, rien ne nous est dit que le reste du village l'est également. Même s'ils ne font au final que juger Belle en le disant qu'elle est plongée tout le temps dans ses romans. Dans le film live, comme je vous ai dit, donc, la partie sur la lecture est quelque chose également de très important. Il y a même une scène assez dure où Belle est jugée d'avoir tenté d'apprendre à lire à une petite fille. Scène qui fait écho à la fameuse scène du mouton dans le film d'animation. Et là, par contre, on fait écho au côté qu'à cette époque, être une femme instruite était mal vu dans la société. Ce qui donne, entre guillemets, un élément de réponse sur le pourquoi du comment les autres membres du village sont vus comme analphabètes. Et pour répondre à la question de pourquoi il y a une bibliothèque, la bibliothèque est cette fois-ci tenue par un prêtre. Donc c'est normal qu'on ait une bibliothèque ouverte 7 jours sur 7. Ensuite, on découvre le personnage de Gaston, dans toute sa splendeur. Bien entendu, il est beau, musclé, etc. Mais on apprend également aussi que c'est un grossier personnage, violent, égoïste, arrogant, illettré, et bien sûr, manipulateur. Dans la fameuse scène où il essaie d'envoyer Maurice en hôpital psychiatrique. Et à côté de ça, il est idolâtré par le fou, par les gens du village, toutes les filles tombent amoureuses de lui, et on a du mal à comprendre pourquoi, même si bien sûr ça reste un film d'animation, donc ce genre de film n'a pas non plus besoin de rentrer dans les détails pour expliquer les différents éléments. On comprend juste que c'est un chasseur, donc on pense qu'effectivement il ramène la boustifaille aux différents villageois. Le film, pour ce cas, arrive à répondre à cette question d'une manière très intéressante et contextualisé. En effet, on apprend que Gaston est en fait un héros de guerre revenu du front avec le personnage du fou. Donc, il est idolâtré pour ses faits d'armes par les différents villageois, il le respecte pour ce qu'il a fait, et d'autant plus que le fou était avec lui sur la zone de guerre, donc il a encore plus ce côté idolâtre du personnage. Il est bien sûr là pour le soutenir. C'est pour ça qu'on comprend un petit peu la relation qu'ils ont entre eux, et bien sûr cette fameuse petite frontière amoureuse que l'on a avant le film, mais désolé pour certains, je ne parlerai pas de cette partie-là, elle a fait trop polémique pour vraiment être intéressante à vous en parler. Hormis le cas de Gaston, le film live va également répondre à 3 éléments dont les questions restent quand même en suspens quand on regarde le film d'animation. La première est pourquoi on passe du printemps à l'hiver sans aucune raison. La deuxième est pourquoi les villageois ne se souviennent pas du château ni de ses employés. Et la troisième, comment Belle arrive à mettre la bête sur son cheval lorsqu'elle est attaquée par les loups. Dans le dessin animé, on suppose que le changement de climat et la mémoire des villageois est dû à la malédiction. Mais au final, rien n'est précisé clairement. Et rien n'est dit non plus que Belle est un surhomme. Dans le film, en revanche, ces 3 points sont expliqués de manière un peu plus détaillée. Le côté du climat est effectivement lié, on va dire, entre guillemets, à la malédiction, mais un peu mis sous une forme de blague. En ce qui concerne la mémoire des villageois, c'est clairement expliqué, c'était lié à la malédiction. Dès que la malédiction est levée, tous les villageois se souviennent du château, mais également de leur connaissance au sein des différents employés du prince. Et la fameuse scène de la bête sauvant la Belle des loups, et ben concrètement la bête n'est pas totalement évanouie, donc Belle peut demander à la bête de monter sur le cheval avant de pouvoir le ramener au château. Et il y a également quelque chose à noter de cette malédiction, c'est que la fameuse sorcière qui l'a jetée est présente au village pendant tout le film. Donc elle peut, entre guillemets, surveiller les différentes étapes, les différents plans de sa fameuse malédiction. Mais ce qui amène des petites choses où on se dit il y a un petit problème quand même. Le premier étant que le rôle qu'endosse la fameuse sorcière au sein du village est le rôle d'une mendiante, raillée, insultée et très mal vue par les différents villageois. Et on pourrait se dire, vu comment elle a traité le prince, elle aurait pu traiter les villageois de la même façon. Chose qu'elle ne fait pas. Donc c'est un petit peu bizarre. Et personnellement, je trouve sa présence gâche un peu la fin de la malédiction, quand la bête redevient le prince. La fameuse scène du film d'animation était plutôt ouf parce qu'on savait pas d'où ça venait, on gardait le mystère. Là, on sait que c'est elle qui enlève sa malédiction. Donc on perd un peu, justement, comme je vous disais, en charme par rapport à ce truc-là. Et le truc, c'est qu'aussi ce personnage-là est présent tout le long du film, mais on n'a pas son background. Donc concrètement, elle est un peu inutile au film. Et en plus, alors je vous épargne la fameuse histoire du grimoire. La bête a carrément un kit de la malédiction. Il a un grimoire pour se téléporter où il veut. Et en plus, apparemment, physiquement, il peut interagir avec les objets qui l'entourent. Et ce fameux ajout du grimoire ajoutera également au film la fameuse scène qui mettra en avant le
passer, en tout cas à la présentation du personnage de la mère de Belle, dont nous allons justement pouvoir parler maintenant. Quelle belle transition. Attardons-nous donc maintenant sur un point, mais très important des films Disney, les parents. Comme beaucoup de princesses Disney, Ariel, Jasmine, Pocahontas, Blanche-Neige, Cendrillon, Belle est élevée par un seul de ses parents. Dans le film d'animation, on sait pas trop ce qui arrive à la mère, il y a un portrait au mur, bref, on s'en bat un peu les steaks dans le film d'animation. Par contre, dans le film live, on nous l'explique. En effet, dans cette version, Maurice n'est plus un inventeur un peu farfelu, c'est un horloger. Et cette scène nous amènera à découvrir que Maurice et la mère de Belle habitaient en fait dans une espèce de moulin à Paris, chose qui est d'ailleurs ici pour contextualiser, mais qui sert concrètement à rien et qui enlève toute la magie au conte, et que bref, sa mère aimait la rose, donc ça rajoute un petit peu l'implication de la rose dans le film, patati patata. Mais concrètement, moi qui aime bien en règle générale les backgrounds, le background de la mère de Belle dans ce film ne sert à rien. Ça rajoute des musiques inutiles, ça ne sert pas du tout, en tout cas pour moi, le récit. Donc oui, c'est bien de rajouter des trucs, mais là, cette scène-là, ou en tout cas tout ce qui gravite autour de la mère de Belle ne sert à rien. D'ailleurs, si on se posait pas forcément non plus la question de où était, qu'est-ce que faisait la mère de Belle dans le film d'animation, mais les parents de la bête, oui, non, où est-ce qu'ils étaient, etc. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on se disait dans la photo, est-ce que ses parents sont morts, donc on s'en bat un peu les couilles. Là, dans le film live, ils mettent également du temps pour expliquer concrètement qu'est-ce qui est arrivé aux parents de la bête. Donc on apprend effectivement que la mère de la bête était également malade, comme par hasard, et qu'elle est morte également, donc il a lui aussi été élevé par son père, mais que dans son cas, son père était cruel, méchant, bla bla bla, et donc il est indirectement devenu comme son père. Ce qui donc en fait enlève beaucoup, au comportement de la bête. On pensait tous que la bête était devenue la bête parce que justement, il avait été transformé, que cela faisait 10 ans qu'il était dans cet état, donc il s'était en fait bestialisé. Alors qu'en fait, pas du tout. Apparemment, c'était depuis que son père l'élevait seul, il l'avait en fait transformé comme ça. Ce qui est en fait pas forcément cohérent avec l'idée qu'on avait du personnage et l'idée que Belle devait apprivoiser cette bête. En fait, son comportement était dû à son père. Au final, répercuter l'éducation du père sur le comportement du fils et sur ses fautes enlève la morale qu'on avait sur le film d'animation d'origine. Donc au final, les plans du prince quand il était jeune sont également inutiles au film. Et d'ailleurs, en parlant du prince, et donc dans sa période bête, il y a également une autre chanson qui a été rajoutée. Et mon Dieu, qu'elle ne sert à rien. Avant de conclure sur ce film, vous me connaissez, j'aime bien rentrer un petit peu dans les détails quand il faut comparer une œuvre à son adaptation. Et même si pour vous, ces petits points-là ne sont pas forcément non plus d'intérêt, pour moi je pense qu'il est quand même intéressant de vous en parler. Mais bien sûr, ne vous en faites pas, je vais vous donner que quelques petits exemples. Le premier exemple est en fait au début du film quand Maurice arrive au château de la bête. Dans le film d'animation, on avait la fameuse scène de Maurice voulant venir se réchauffer dans le château, et c'est là qu'il était surpris par la bête, qu'on la découvrait pour la première fois avec une scène assez effrayante, et c'était là qu'il était mis en prison. Dans le film là, ils sont plus en idée d'adapter le conte d'origine et du fait que Maurice est considéré comme un voleur par la bête parce qu'il lui vole l'une de ses roses. Et pour moi, ce choix est plutôt intéressant parce qu'on a vraiment le contraste entre le film d'animation et le film live, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y a deux scènes où je trouve que là en fait, le côté un petit peu féministe du film transparaît. Je trouve que le personnage de Belle est un petit peu trop sûr d'elle à des moments où dans le film d'animation, elle était surprise par la situation, comme par exemple la fameuse scène où elle découvre que son père est emprisonné, elle est terrifiée par la bête, elle est apeurée, elle ne sait pas encore comment réagir par rapport à la situation, alors que là dans le film live, c'est directement montrez-vous, vous faites ci, vous faites ça, elle donne des ordres directs, et c'est là qu'on a un changement par rapport au personnage que je trouve un petit peu décevant par rapport à l'idée qu'on avait du personnage de Belle. Dans le film d'animation, elle avait son tempérament qu'elle prenait au fur et à mesure, et on savait que c'était une femme forte, pas besoin de mettre dès le début un personnage comme ça. Et donc également, pour rester sur ce personnage, la fameuse scène où elle va visiter la fameuse Elle West et elle découvre la fameuse salle de la bête et la rose sous sa cloche. Dans le film d'animation, effectivement, elle soulève la cloche, elle regarde, patati, patata, donc on peut comprendre que la bête soit complètement furieuse de la voir dans cette position. Dans le film là, elle ne fait que la regarder. Alors oui, on l'avait interdit dans l'Aile Ouest, mais je trouve que la réaction de la bête est surdimensionnée par rapport à ce qu'a fait Belle. Alors s'ils avaient voulu vraiment faire cette fameuse scène avec Belle où elle voulait juste regarder la cloche et faire que la bête soit furieuse, ils auraient dû éventuellement créer une dispute entre les deux personnages pour faire partir Belle. Et pour finir, une petite scène que j'aurais aimé voir à l'écran au final, c'est la fameuse scène de Zip qui va sauver Belle et Maurice de l'emprisonnement par Gaston. Cette fameuse scène où il utilise la machine folle de Maurice pour les
libérer. Même si je sais que le choix de faire que Maurice soit pas un inventeur mais un horloger va complètement changer cette idée, on revient encore sur le côté que c'est Belle qui doit tout faire et sauver son père de l'emprisonnement. Alors que j'aurais aimé que justement que Zip se cache dans sa robe et que ça vienne de lui la possibilité d'aller justement chercher un objet pour les libérer. Enfin bref, pour conclure sur ce film, oui, je l'ai aimé. Les acteurs jouent très bien, les décors sont magnifiques et c'est juste un bonheur d'entendre les chansons du film d'animation adaptées en live. Après, bien sûr, ce film a ses défauts, mais comme je vous l'ai dit, la majeure partie est due au choix d'intégrer de nouvelles intrigues au sein de l'histoire. Le problème, c'est que c'est souvent inutile, sous-exploité ou maladroit. Et bien sûr, je comprends que certains trouvent le choix de Disney d'adapter leur succès d'animation en film live complètement inutile. Et je suis d'accord avec vous que ces temps-ci, très peu de réalisateurs et de scénaristes ont vraiment de nouvelles idées, parce qu'on a plus souvent maintenant affaire à des reboots, des remakes, des suites de très vieux films. Mais concrètement, réfléchissez 2 secondes. La plupart des films que vous aimez sont des adaptations, en fait, de vieux bouquins, de très vieux films. Regardez bien ce que vous aimez et vous verrez que la majeure partie sont des adaptations. D'ailleurs, pour ma part, je peux difficilement critiquer ce choix parce que les sagas que je préfère le plus, que ce soit Harry Potter ou Marvel, sont également issus de romans et de comics. Donc concrètement, je ne dis pas que l'adaptation live du film d'animation La Belle et la Bête est utile pour le cinéma, mais concrètement, ça fait plaisir. Maintenant que vous savez tout, ou du moins presque tout, sur le film live de La Belle et la Bête, on va pouvoir passer maintenant à l'adaptation live du film d'animation Le Livre de la Jungle. Mowgli, un petit garçon, est recueilli par une panthère du nom de Bagheera et une meute de loups. Mais un jour, Shere Khan, un terrible tigre mangeur d'hommes, jure de l'éliminer. Mowgli et Bagheera tentent d'échapper aux fauves. Ils décident donc de quitter la jungle et de trouver refuge dans le village le plus proche. Dans sa fuite, le petit garçon fait la connaissance de différents animaux comme l'insouciant Baloo. Certains ne sont malheureusement pas toujours prêts à lui porter secours, comme Kaa le python au regard hypnotique, ou encore le roi Louis, immense orang-outan qui dirige le clan des singes et qui rêve de connaître le secret du feu. Certes, le synopsis est plus court, mais contrairement à La Belle et la Bête, l'adaptation live du film d'animation Le Livre de la Jungle se permet plus de liberté. Donc, ne vous en faites pas, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce film. Tout le monde connaît l'histoire du Livre de la Jungle. À l'origine, un recueil de contes écrit par monsieur Rudyard Kipling et a été adapté de nombreuses fois au cinéma par d'autres sociétés que Disney. Mais le Livre de la Jungle est quand même connu principalement pour l'adaptation en film d'animation de Disney, avec bien sûr les chansons qui vont avec. Et bien entendu, vous savez, comme je vous l'ai dit avec La Belle et la Bête, Disney a pour hobby depuis quelques années maintenant de réadapter au cinéma en film live action ses succès d'animation. Et le Livre de la Jungle en fait partie. Beaucoup d'enfants qui sont nés dans les années 90 ont grandi avec ces films, dont je fais partie. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé dans l'idée de réadapter le Livre de la Jungle en animation en film live, mais en reprenant quelques éléments de l'œuvre d'origine. Si on commence par l'équipe du film, vous connaissez sûrement le réalisateur du Livre de la Jungle en film live. Et pourquoi je dis que vous le connaissez sûrement? Parce qu'il s'agit en fait de monsieur Jon Favreau, qui est le réalisateur des 2 premiers Iron Man et qui joue également dans ces 10 films parce que c'est lui qui joue le rôle de Happy, le garde du corps de Tony Stark. À côté, il a bien sûr réalisé Cowboy et Envahisseur avec Daniel Craig et Harrison Ford. Et il a également réalisé le film Chef, que je n'ai malheureusement pas vu pour le moment et dans lequel il joue également. Étant donné que j'apprécie quand même beaucoup les 2 premiers Iron Man, et même si j'ai été déçu par Cowboy et Envahisseur, je n'étais pas du tout inquiet, même plutôt emballé à l'idée que Jon Favreau allait adapter en live Livre de la Jungle. Concernant les musiques de ce film, vous connaissez également, si vous en tout cas vous regardez mes vidéos, le compositeur des musiques du Livre de la Jungle. Il s'agit en effet de monsieur John Dibney, qui a composé entre autres les bandes originales de Sin City, Jobs, The Greatest Showman et Predator. Donc après, rassurez-vous, même si dans toute sa filmographie il y a des choses à redire, ce n'est pas non plus une catastrophe. Concernant les acteurs, il y en a une pléthore dans ce film, mais concrètement, on a ici affaire à du doublage. Donc niveau acting, c'est difficile vraiment d'avoir un avis critique dessus. En revanche, l'un des points les plus importants de ce film est qu'il n'y a qu'un seul acteur. Et en plus, cet acteur n'a fait que pour l'instant un film avant le Livre de la Jungle. Et ce n'est autre que le jeune Neil Sethi, qui bien sûr joue le rôle de Mowgli, dont je vais parler de l'acting et du personnage en lui-même dans la vidéo, mais soyez un peu patients. Maintenant les présentations sont faites, que dire du film? Tout d'abord, on va un peu contextualiser la création en fait de ce film. Comme je vous l'ai dit, le Livre de la Jungle a eu beaucoup d'adaptations au cinéma. Mais il est vrai qu'il y a un challenge énorme dans ce film, c'est que concrètement, la plupart du temps, il n'y a qu'un seul personnage humain qui est Mowgli, et tout le reste sont des animaux. Et comme dans le film d'animation, c'est
très simple de faire parler des animaux, par contre en film live c'est très compliqué. Et fort heureusement, les technologies, les effets spéciaux ont largement évolué ces temps-ci. Donc maintenant, il est possible de faire parler des animaux sans qu'on voit les effets spéciaux, les fonds verts, entre guillemets la fausseté de la chose. Mais il y a également un autre point qui est quand même très important et dont j'ai pas forcément souligné ou très légèrement avec La Belle et la Bête, mais c'est que comme je vous dis, l'œuvre a été adaptée plusieurs fois et donc Disney doit se battre pour que ces adaptations live de ces films d'animation passent entre guillemets au-dessus de l'adaptation d'autres studios, parce qu'effectivement la plupart des contes dont Disney fait des films d'animation sont libres de droit, comme par exemple la Warner qui a produit Pan et sorti Tarzan, Pathé qui a fait La Belle et la Bête, et Universal qui a fait Blanche-Neige, donc Blanche-Neige et le Chasseur, et Le Chasseur et la Reine des Glaces. Et d'ailleurs, en parlant du livre de la jungle, Andy Serkis va donner sa propre vision de ce conte en faisant le film Mowgli qui sortira dans pas très longtemps. C'est donc un gros challenge pour Jon Favreau, mais c'est un contexte qu'il adore. Faire un film familial avec des rebondissements, un gros challenge niveau technique, un scénario quasiment préconstruit, mais beaucoup d'éléments différents, et bien sûr très intéressant en termes de graphique comme je vous dis, parce que c'est un personnage et tout le reste à côté en CGI. Et d'ailleurs, pour fixer les choses, à ce niveau-là, c'est particulièrement réussi. Les animaux sont vraiment crédibles, même si bien sûr on sent un peu la fausseté, le CGI dans les décors, dans les animaux, etc. En plus, ils sont un petit peu, on va dire, pas zoomés, mais beaucoup plus grands qu'on pourrait imaginer, parce qu'ils sont vus par les yeux de Mowgli. Mais à côté de ça, on a un travail des textures qui est juste magnifique, surtout au niveau du pelage, c'est juste extraordinaire. Comme je vous ai dit, donc les animaux sont très réalistes, même si Baloo ressemble plus à l'ours Paddington que l'ours dans le film The Revenant. En revanche, d'autres animaux comme le roi Louis, K et justement les singes sont juste super bien foutus, même si concrètement en termes de décor on note un peu la fausseté sur par exemple le temple des singes qui fait très caoutchouc. Mais de toute façon, dans un film Disney, donc concrètement, l'émerveillement, l'admiration qu'on a devant ces scènes nous fait un peu oublier tout ça. De toute façon, quand on voit des scènes comme la course de buffle, l'apparition de K, l'apparition du roi Louis, ou ne serait-ce que la première scène où on voit Mowgli courir dans les branches, on ne peut être qu'en admiration devant ce film en termes d'effets spéciaux. La réalisation, quant à elle, de Jon Favreau est juste très dynamique et vraiment adaptée à ce style de film. La mise en scène est très bonne et surtout on le voit par rapport aux personnages, car on arrive à ressentir ce qu'ils ressentent sans avoir à dire le moindre mot. Comme par exemple le fait que Mowgli ne veut pas vivre parmi les hommes. Et ça, on le voit avec deux scènes, comme par exemple la scène où il est avec le roi Louis dans le temple, où il voit une fresque d'un homme en tuer un autre, et la deuxième scène où justement il va récupérer la fameuse fleur rouge, le feu, dans le village des hommes, où en gros il ne voit que des hommes au loin entourés de flammes, il n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent ni pourquoi ils agissent comme ça. En ce qui concerne la BO de John Dibny, elle est plutôt intéressante et en tout cas plutôt bien foutue. Il a réutilisé des sons tribaux qui collent très bien avec le film et il utilise quand même des musiques du film d'animation que l'on connaît, comme par exemple Il en faut peu pour être heureux, J'aimerais être un homme comme toi et Aie confiance, qui est malheureusement uniquement utilisé au générique du film. Et d'ailleurs, c'est un point négatif de ce film, c'est l'utilisation des musiques qui est, à part pour bien sûr J'aimerais être un homme comme toi, qui est vraiment très peu significative au sein du film, contrairement au film d'animation. Vous pourrez noter également que le film live est nettement plus sombre que le film d'animation. On peut le comparer en termes de violence à par exemple Pirates des Caraïbes ou John Carter. Il est vrai que chaque combat de ce film entre Bagheera, Shere Khan, Baloo, les loups, les singes, j'en passe, et des meilleurs, sont vraiment très impactants. On sent vraiment la violence de chacun des coups des animaux. Et c'est plutôt bien fluide, sachant que tout est fait en CGI. Comme je vous l'ai dit, le livre de la jungle de Jon Favreau a pour idée d'associer le film d'animation et de reprendre certains éléments des contes d'origine. Ce qui, malheureusement, sur certains points, et le principal est au début du film, est pas forcément très utile au film en lui-même. Et je veux bien sûr parler de cette fameuse trêve de l'eau. Concrètement, la trêve de l'eau est un plan plutôt réussi, où on voit tous les animaux autour d'un plan d'eau, etc. Mais dans l'idée, il y a quand même pas mal de défauts. Déjà, l'idée de se dire que les animaux respectent une trêve entre prédateurs et proies pour éviter de se bouffer, même la phrase de Bagheera qui dit, de toute façon, c'est la trêve de l'eau quand il est autour de zèbres ou de gazelles, je me souviens plus, n'est pas forcément cohérent avec l'idée de la jungle qu'on a en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça implique que les animaux respectent un code, un règlement, limite des lois, etc. Et elles ne sont pas assez bien mises en avant, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais à côté de ça, il y a également deux scènes
scènes qui sont vraiment là pour être des scènes d'exposition dans ce film. Concrètement, on présente Mowgli au reste de la jungle. Ça fait quand même pas mal d'années en fait, je crois une dizaine d'années qu'il est dans la jungle. Comment ça fait que les animaux sont pas déjà au courant que les loups ont élevé un petit homme depuis 10 ans? Déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a une scène à ce niveau qui n'est pas non plus cohérente, mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai du personnage de Mowgli. Et à côté de ça, on nous présente, en fait, Shere Khan. Le choix de présenter Shere Khan, même si le personnage est quand même charismatique, on va dire que sa présentation passe à ce niveau-là, et en fait, le choix de le faire apparaître tout de suite enlève un peu le côté terrifiant et sombre du personnage. Il reste charismatique et cruel, on y reviendra, mais on enlève le côté un petit peu sombre et sur la peur que amène ce personnage. Et concrètement, à la trêve de l'eau, d'un seul coup, ça s'assèche, et dès que la scène est passée, l'eau revient. Parce que quand les loups discutent du sort de Mowgli, concrètement, la pluie est revenue. Donc c'est pour vous dire que la trêve de l'eau est en fait pas du tout un élément important du film, elle sert juste de scène d'exposition. Et donc, comme je vous disais, cette scène-là impose que la jungle respecte des lois, les fameuses lois de la jungle, qu'on nous met en avant directement avec les loups. Ce point de vue est intéressant, mais si on était vraiment sorti hors contexte du livre de la jungle que l'on connaissait de Disney, là ça aurait pu être intéressant de voir justement toute cette jungle structurée en districts avec chacun contrôlant un district, genre par exemple Shere Khan, le roi Louis, Kaa, les loups, etc., etc. Ça aurait pu être très cool, mais il n'aurait pas fallu faire l'adaptation fidèle en fait du film d'animation que l'on connaît. Parce que là, on se demande en fait qui fait quoi, à quel moment, où, pourquoi, du comment, on est un peu perdu. D'ailleurs, le fait que le film d'animation se concentre vraiment sur l'aspect sauvage des animaux, on aurait aimé le garder dans ce film, et là, de se dire que les animaux respectent une loi de la jungle, justement, pour aller boire de l'eau, les prédateurs se disent pas, oh c'est cool, on a des proies, on va les bouffer, et on perd un côté vraiment sauvage en fait du film Livre de la jungle. Et puis, ça amène des scènes un petit peu bizarres, parce que la seule loi de la jungle que l'on connaît, c'est la loi des loups, que récite Mowgli avec les loups. Mowgli, ça va, il a été élevé par ces loups, donc on peut comprendre qu'il emploie le mot loup et qu'il agisse comme un loup. Mais quand on voit les autres personnages, Balou, Bagheera ou même un porc épic dire on respecte la loi des loups, c'est bizarre. Et d'ailleurs, en parlant des personnages, c'est également un des problèmes du film en fait. Enfin, en tout cas avec, on va dire, deux personnages principaux dont justement, je vous ai déjà parlé, là on va pouvoir vraiment rentrer dans les détails. Oui, vous avez vu, je suis un plan. Et on va commencer par Shere Khan. Dans le film d'animation, Shere Khan est une menace. On voit pas forcément, il suit le personnage de Mowgli et les personnages en ont peur avant même qu'on le voit. Dans le film, on le voit directement, et même s'il est plus cruel et plus sadique, comme par exemple la fameuse scène où il tue Akela en quelques secondes, scène d'ailleurs plutôt choquante parce qu'on n'y est pas du tout préparé. D'ailleurs, scène un peu ridicule parce que la meute de loups, ils sont moins une quinzaine. Je pense qu'ils auraient pu réussir à bougner Shere Khan en perdant un ou deux mecs, juste de le pousser contre le ravin. Et je pense que le tigre tombait, vu comment il avait l'air fatigué, etc. Bon, c'est un peu ridicule, mais c'est sûr qu'il fallait garder quand même le grand méchant de ce film. Et donc, comme je le disais, ce personnage est en fait un petit peu, pas dire débile, mais quand même s'il est sadique et cruel, qu'il fait le grand méchant, le grand badass, etc., il ne fait que menacer Mowgli, sachant que Mowgli est déjà parti, qu'il aurait pu ne jamais avoir à revenir, ne jamais être au courant qu'Akela était mort, il aurait pu très bien se faire bouffer par Kaa, tomber de la falaise quand il faisait le truc pour Balou. Il y a eu tellement de points où le comportement de Shere Khan de l'attendre était con en fait. Parce qu'effectivement, dans le film d'animation, il le suivait jusqu'au point de le piéger en fait. Là, il l'attend avec les loups. Mowgli aurait très bien pu ne jamais revenir, ou revenir carrément avec toutes les forces de la jungle pour aller poutrer Shere Khan. Bon, après, ce qu'il va un peu faire à la fin du film, mais vous verrez que c'est pas forcément non plus bien foutu. Et d'ailleurs, Mowgli n'est pas forcément plus intelligent que Shere Khan. Déjà parce que le personnage de base, étant pas éduqué par des humains, il a un peu un comportement con, mais là en plus, il arrive à être un peu plus insupportable que sa version d'animation. Rien que déjà quand il était à Bagheera, dans la fameuse scène où Shere Khan va l'agresser pour la première fois. Mais si vous allez me dire, le film d'animation, Mowgli est un peu têtu, sauf que là, c'est un peu abusé. Et puis la fameuse scène où il va justement récupérer la fleur rouge, qui est un point intéressant du film, mais l'action qu'il va faire avec est complètement débile, et de traverser toute la jungle avec le flambeau pour aller battre Shere Khan parce qu'il sait que c'est sa faiblesse. Sauf qu'au passage, il crame la moitié de la jungle. Et en plus, il fait tout le parcours du film en 5 minutes. Donc il y a un problème avec et le personnage et ses actions. Et d'ailleurs, ce qui dénote avec son côté très MacGyver qu'on découvre dans le film. Le mec arrive sans éducation humaine à élaborer des pièges, des outils, etc. qu'un ingénieur serait amené à mettre en place. Chose qui déjà met en fait en évidence une grosse incohérence du personnage et du film. Et d'ailleurs, pour revenir sur la fameuse scène où Mowgli détruit une partie de la jungle, c'est que quand il arrive à la zone où Shere Khan l'attend avec tous les animaux autour, on voit
part des animaux qu'ils ont peur du feu, et donc peur de Mowgli. Donc concrètement, l'idée de Shere Khan de bouffer Mowgli pourrait être vue par certains animaux comme une bonne chose que le film essaie de nous laisser entendre, sauf qu'il ne l'exploite pas assez. En un claquement de doigts, Mowgli arrive à faire comprendre aux animaux qu'il faut être de son côté, avec l'aide des loups, de Baloo et de Bagheera, et là on en revient à la fameuse loi de la jungle qui est pas cohérente avec les autres personnages. Et donc cette scène aurait pu être intéressante, certains animaux avaient voulu essayer d'attaquer Mowgli, et que là, les loups l'auraient défendu et leur auraient fait comprendre que l'idée de Shere Khan n'était pas une bonne idée, que Mowgli était là pour les aider, malgré le fait qu'il ait cramé l'entièreté de leur forêt, et qu'en plus il décide par les menaces de Shere Khan de dire qu'il était faible, blablabla, de jeter la torche dans l'eau, parce qu'il n'avait pas besoin d'outils pour battre Shere Khan, chose qui n'est pas du tout logique, parce qu'il vient de traverser la forêt avec. Et en plus, il utilise une technique, un piège pour battre Shere Khan. Quand je vous dis que le personnage n'est pas logique, à côté de ça, il y a quand même un personnage qui, lui, réussit, malgré sa réinterprétation, à être l'un des meilleurs personnages de ce film, et c'est juste le roi Louis. Déjà, en termes de design, il est hyper flippant. Putain, on passe d'un orang-outan qui est quand même plus petit que Baloo quand il se met debout, à une espèce de monstre surdimensionné, je pense, vu justement par les yeux de Mowgli. Si ça se trouve, si les personnages avaient été respectés en termes de taille par rapport à ce que nous on voyait, l'orang-outan aurait été de taille normale. Sauf que là, il est vraiment lu par Mowgli comme un animal hyper imposant, effrayant. Et l'idée qu'ils aient gardé cette soif d'humanité, mais en le rendant beaucoup plus tyrannique, cette image de l'humanité psychotique est vraiment très bien retranscrite à l'écran. D'ailleurs, quand il poursuit Mowgli dans son temple, c'est vraiment une scène plutôt flippante. Et d'ailleurs, c'est là aussi qu'on voit que la fameuse fleur rouge, le feu, est le fil rouge de ce film. Et c'est d'ailleurs potentiellement ce qui pourrait un petit peu manquer, on va dire, au film d'animation. Parce que là, on voit vraiment que le feu a plusieurs utilités. Et c'est particulièrement cool, et j'en reviendrai un peu là-dessus. Même si la foudre, qui est un élément important du dessin animé, n'est pas forcément mis en avant et ils n'ont jamais eu connaissance de ce truc-là. Il y a un petit peu, malheureusement, une petite incohérence. Mais il y a au moins un point positif de ce personnage, c'est qu'il chante, qu'il fait vraiment la chanson qu'il faisait dans le film d'animation. Contrairement à la scène de Baloo où la chanson est plutôt assez rapide, un peu bâclée, K qui ne chante pas et qui apparaît que 2 minutes à l'écran, mais on en viendra de toute façon dessus. Les éléphants qui ne chantent pas non plus et dont le côté déifique est intéressant mais inutile au film et sort au final les personnages du film que l'on connaît. Et bien sûr la fameuse scène de la petite fille avec sa chanson qui est également enlevée, mais ça bon, c'est plus un choix je pense artistique ou par rapport à la suite qui ne sera faite ou pas. On verra bien. Et vous allez vous dire, il manque quand même 2 personnages à ce récit, qui sont Baloo et Bagheera. Et ben, je vais pas non plus trop polémiquer là-dessus, parce que Bagheera est plutôt bien foutu, il reste charismatique, c'est un sage, un peu comme sa version dans le film d'animation, il est très bien fait, donc bah voilà. Et quant au personnage de Baloo, et ben c'est également une déception de ce film, même si je sais, c'est une adaptation, ils font un peu comme ils veulent, et le personnage, ils ont le droit de le changer. D'en faire un personnage qui dans le film d'animation était vraiment un mec qui profitait de la vie, un rigolo, qui avait en fait trouvé un ami par rapport à Mowgli, et là d'en changer un peu sa personnalité, son comportement et d'en faire plutôt un feignant profiteur qui utilise Mowgli pour arriver à ses fins, je trouve ça un peu dommage, même si la fin du film rend plus au personnage de Baloo que l'on connaît. Tout le début du film où on découvre Baloo, c'est pas ce que j'attendais de voir à l'écran. Après c'est un choix personnel, mais je trouve ça dommage. Et pour bien sûr parler des personnages pour lesquels j'étais déçu, on va quand même en revenir sur K, qui est la plus grosse déception en termes de personnages pour moi de ce film. Parce que même si les éléphants, j'aurais aimé les voir comme dans les films d'animation, K est quand même un personnage très important dans le film d'animation. Même si là, la version est complètement différente, dans le film d'animation, on a un personnage masculin, limite pervers, un personnage très particulier, qui se fait malmener ne serait-ce que par Baloo, même Shere Khan. D'ailleurs, on a quand même une relation entre Shere Khan et K dans le film d'animation. Là, on la voit même pas que quelques minutes à l'écran, elle se fait défoncer la gueule, d'ailleurs par une scène très brouillon je trouve par Baloo, mais c'est d'ailleurs pour nous faire un petit peu de mystère sur le personnage de Baloo. Et même si je trouve la scène très classe lorsqu'elle essaye de bouffer entre guillemets Mowgli un peu comme dans le film d'animation, le fait de ne pas l'hypnotiser avec la fameuse chanson que l'on connaît, mais de faire à nouveau une scène d'exposition sur Shere Khan, sur le père de Mowgli, etc. Je trouve ça vraiment dommage pour le film. Ça aurait été très classe de voir justement cette connexion entre Shere Khan et K, avec une K vraiment sadique et perverse dans l'idée de vraiment de bouffer Mowgli et de créer cette espèce de tension entre Shere Khan et K qui aurait pu avoir un comportement et une personnalité d'égal à égal. Ça aurait été vachement cool, surtout que ça aurait vraiment été cohérent avec l'esprit
entre guillemets, sombre du film. Même si, oui, en termes d'effets spéciaux, la scène avec K est juste très classe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, bien sûr, il y a quand même des points positifs dans ce film, entre guillemets, d'un point de vue adulte. Quand je vous dis, le film est quand même plus sombre, mais pas juste en termes de personnages, en termes de comportement, ou en termes d'effets spéciaux, de couleurs, etc. Il y a également des concepts qui sont quand même intéressants dans ce film, et c'est en ça que je trouve dommage, parce qu'ils auraient pu vraiment plus appuyer dessus, même si ça aurait dû, entre guillemets, faire que le film s'éloigne beaucoup plus de sa version animée. Et c'est vrai qu'en regardant le film et en recherchant un petit peu à côté, voire faire cette vidéo, il y en a 4 qui sont quand même plutôt marquants. Comme cette idée justement, et ben en fait, de loi et de gouvernement au sein de la jungle, qui me soulève un petit peu le côté propagande, et c'est d'ailleurs un des termes de Baloo quand il parle avec Mowgli, les fameuses lois de la jungle, ou encore le roi Louis qui, dans sa recherche du feu, et d'ailleurs par rapport à son comportement, fait un peu penser à un dictateur qui cherche une arme de destruction massive. Le côté déifique des éléphants dont je trouve dommage par rapport à l'adaptation du film d'animation, mais qui dans le film aurait pu être intéressant dans ce côté annonciateur de la vie pour les éléphants, dans le côté déifique, du sens où quand ils défrichent des forêts, et ben en fait renouvellent la terre, renouvellent l'espace ambiant pour amener une nouvelle biodiversité. Et plus subtil, la fameuse scène de Bagheera qui parle au louveteau, qui parle de la fameuse histoire du coucou, un oiseau dont la progéniture parasite le nid d'autres oiseaux, un peu comme lui il fait en squattant la maison des loups. Donc ces petits concepts étaient vraiment intéressants, mais comme je vous dis, et ben le film n'aurait pas dû être une vraie adaptation d'une animation, mais un film complètement autre pour vraiment être ce qu'il aurait voulu être. Mais pour conclure sur le film Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, je le porte moins dans mon cœur que La Belle et la Bête. Mais pas forcément parce qu'il s'autorise plus de liberté, mais si on le prend juste de base comme une adaptation d'une animation Disney, on perd en fait l'enchantement par rapport aux films d'animation. Les chansons sont nettement moins présentes et certaines complètement mises au second plan, comme certains personnages qui sont mis au second plan ou sous-exploités, dont le comportement a complètement été modifié et pas forcément de la bonne manière, et bien sûr certaines idées qui sont incohérentes ou inutiles au récit. Concernant les effets spéciaux, les graphismes, les décors, etc., on a quand même quelque chose de très beau, mais un petit peu inégal malheureusement, et en termes de scénario, on a quand même des gros moments de remplissage et d'exposition, mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'aime pas ce film. Il a, malgré ses défauts, de gros points positifs, mais tout simplement, il se perd un peu dans sa prise de risque. Voilà, je pense que vous savez tout maintenant. Vous connaissez mon avis par rapport à ces deux films. Et en même temps, vous en avez appris un petit peu plus sur ces deux films. Enfin, j'espère. Bien entendu, ces deux films, comme vous avez pu le voir, ont leurs qualités et leurs défauts, mais il est impossible d'enlever à Disney qu'ils ont cette faculté de nous émerveiller, et il est vrai que ces deux films y arrivent plutôt bien. Et malgré le fait, bien sûr, que ce soit des adaptations de nos films d'animation préférés, j'attends avec impatience Aladdin qui semble très prometteur, ainsi que Dumbo réalisé par Tim Burton, mais bien sûr dans la maison Disney, Le Roi Lion réalisé par Jon Favreau. Ma critique est maintenant terminée et je peux vous dire que la prochaine va faire très mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde.